Bonjour, vous écoutez Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 25 avril 2026, toujours en direct des Pyrénées-Orientales. Et au sommaire de cette édition, selon The Record, d'anciens responsables américains et Kevin Mandia décrivent une menace cyber-iranienne plus proche du low and slow que du choc frontal. D'après un rapport d'Alexander Hanf, relayé par GB Hackers, Cloud Desktop pour macOS installerait silencieusement un bridge native messaging dans plusieurs navigateurs Chromium. Bleeping Computer rapporte que plus de 10 500 serveurs Zimbra Collaboration Suite restent vulnérables à la CVE 2025 48700. Wired, les tensions internes chez Palantir s'intensifient autour des contrats ICE et des programmes de défense avec une politique de rétention Slack ramenée à 7 jours sur certains canaux internes suite aux réponses de fuite de données. Le Centre canadien pour la cybersécurité en collaboration avec la GRC alerte sur des campagnes de smishing sophistiquées, combinant number spoofing et usurpation d'institutions bancaires contre des utilisateurs mobiles canadiens. Le FreeBSD journal de trimestriel documenté via Randall Stewart un cas de dégradation TCP imputable à un bug de driver provoquant un reordering massif via Elero. Selon le Linux Journal, Mozilla publie Thunderbird 150 avec une recherche en email chiffré, OpenPGP et SMIME. Et pour finir, retour sur un article de Cédric Godard détaillant une stratégie de durcissement d'un poste de travail en télétravail, combinant NextDNS et AdGuard sans aucun antivirus traditionnel. Eh ben, on démarre. Alors, selon The Record, d'anciens responsables américains et des experts en cybersécurité estiment que la menace cyber-iranienne relèverait davantage du low and slow que du choc frontal. Lors de l'ASNES Summit à Nashville, aux États-Unis, Tim Hove, ancien directeur de la NSA, et Kevin Mandia ont décrit les opérations iraniennes plus proches d'un acteur criminel que d'un mode opératoire étatique sophistiqué. Intrusion opportuniste amplifiée par des informations destinées à grossir l'impact réel, l'incident visant le fabricant de dispositifs médicaux Stryker, qui avait fait beaucoup de bruit au début du conflit, est présenté comme une cyberattaque destructrice ayant désactivé des milliers d'appareils. Ça illustrerait ce schéma. Et selon Hove, les attaquants n'ont exploité ni zero day ni malware avancé. Ils ont fait du social engineering sur un employé, puis utilisé des credentials légitimes pour supprimer des données dans le périmètre autorisé de cet accès. Mandia précise que les credentials étaient achetés sur le dark web avec des tentatives de connexion automatisées sur l'ensemble des logging, pages et API exposés. Le vecteur dominant reste donc l'identity security, avec une revendication souvent postérieure à un accès déjà obtenu, destiné à renforcer la perception de rapidité et de sophistication. Personnellement, c'est pas ça que j'aurais dit. On constate qu'il y a quand même encore une arrogance de la part de certaines personnes qui font de la cybersécurité. Ils disent que c'est pas un super acteur, mais le résultat, il est là. Il a été compromis. La cible a été compromise. Quel que soit le moyen utilisé, qu'il soit noble, peu noble, etc., ou peut évoluer, le résultat, c'est que Stryker s'est fait poncer, quoi. Je trouve ça un peu dommage. J'ai pris l'article. C'était intéressant de voir la vision officielle, entre guillemets, d'ex-employés des agences gouvernementales. Mais il ne faut jamais oublier, on n'a pas besoin d'une zero day, d'un malware, un truc hyper avancé pour aller poncer un système d'information. Dans le cadre de la privacy, l'expert en vie privée Alexander Hanf a relayé par GB Hackers, l'application Cloud Desktop pour macOS installerait silencieusement un bridge native messaging dans plusieurs navigateurs Chromium. On en avait déjà parlé un peu sur Radio Cessort, mais ce qui est beaucoup plus gênant, c'est qu'il n'y a aucun consentement utilisateur explicite. Il y a un fichier manifeste qui est concerné, c'est le com.anthropic.cloudbrowser extension JSON, qui serait écrit automatiquement dans le répertoire applicatif de Google Chrome, Brave, Microsoft Edge, Chromium, Arc, Vivaldi et Opera, y compris pour des navigateurs absents de la machine ou officiellement non supportés. Le manifeste serait réécrit à chaque lancement de l'application, rendant toute suppression manuelle inopérante sans désinstallation. Le bridge autorise 3 Chrome Extension ID spécifiques à invoquer un exécutable local, un Chrome Native Host hors de la sandbox du navigateur avec des privilèges utilisateurs complets. Selon la documentation, Anthropic citait les capacités exposées incluent la lecture du DOM, le partage de sessions authentifiées, le form filing automatisé et l'enregistrement d'écran en arrière-plan.
C'est chaud. Anf souligne que Claude for Chrome reste vulnérable aux injections par prompt, dont les fameux prompt injection, à hauteur de 11,2% selon les données d'Anthropic. Une compromission par supply chain d'une des 3 extensions préautorisées offrirait un accès user level out of sandbox sur les machines hautes. Alors je reviens sur cette vulnérabilité où plus de 10 500 serveurs Zimbra Collaboration Suite exposés sur Internet resteraient vulnérables à une faille XSS qui est activement exploitée selon les données publiées par la fondation Shadow Server. La vulnérabilité identifiée, c'est la CVE 2025 48700. Ça affecte les versions ZCS 8.8.15, 9.0, 10.0 et 10.1. Elle permet à un attaquant non authentifié d'exécuter du JavaScript arbitraire dans la session de la victime sans aucune interaction utilisateur, dès l'ouverture d'un mail malveillant dans la Zimbra Classic UI. Synacor a publié les correctifs en juin 2025. La CISA a ajouté la CVE 2025 48700 à son catalogue KEV, imposant aux agences fédérales américaines un patch sous 3 jours, échéance fixée au 23 avril. On est le 25, donc c'est depuis 2 jours, tout est patché chez eux. Et selon la Shadow Server, les instances vulnérables se concentrent en Asie avec 3794 serveurs et en Europe avec 3793 serveurs. Donc j'aime bien quand ils disent que ça se concentre d'abord en Asie pour un serveur. L'article rappelle qu'en outre, les XSS Zimbra, la CVE 2025 376, a été exploité par APT28, alias FancyBear, dans la campagne de phishing Operation Ghostmail, documentée par SecRight Lab contre des entités gouvernementales ukrainiennes, dont la State Hydrology Agency. La chaîne d'attaque repose intégralement sur une payload JavaScript offusquée, intégrée au corps HTML sans aucune pièce jointe ni lien. Vous l'aurez compris, on réfléchit pas, on patch son serveur Zimbra. D'après un article de Warred repris par ARS Technica, des employés et anciens employés de Palantir expriment en interne de fortes tensions sur l'orientation de la société, qu'ils décrivent comme une dérive vers une posture politique assumée. Le contexte mêle l'extension du contrat avec le Immigration and Custom Enforcement, le fameux ICE, la couverture de programmes de défense liés au conflit en Iran et la publication par la direction d'un manifeste en 22 points tiré du livre d'Alex Karp. Sur le plan strictement technique et sécurité de l'information, plusieurs éléments ressortent. Palantir aurait modifié la politique de rétention de son Slack interne en effaçant les messages d'au moins un canal, Palantir in the News, après 7 jours. Décision attribuée par un membre de l'équipe de cybersécurité à une réponse de fuite interne. Lors d'amas interne, des employés de l'équipe Privacy and Civil Liberties ayant travaillé sur le contrat ICE ont indiqué qu'un client suffisamment malveillant est aujourd'hui pratiquement impossible à empêcher. La maîtrise reposant sur l'audit a posteriori et le recours juridique en cas de violation contractuelle, la question des audits logs d'ICE et de leur suppression possible par les agents et la création de workflows non encadrés a été soulevée publiquement dans ces forums. Selon un avis publié par le Centre canadien pour la cybersécurité, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, des campagnes de smishing sophistiquées ciblent activement les utilisateurs mobiles canadiens, particuliers comme entreprises. Les messages frauduleux usurpent l'identité d'organisations de confiance, en particulier des établissements bancaires, et s'insèrent parfois dans des fils de discussion légitimes, ce qui complique leur détection. Le Centre canadien révèle que ces opérations s'appuient sur le number spoofing combiné à des formulations exploitant le ressort de l'urgence, afin d'inciter la cible à cliquer sur des liens malveillants ou à transmettre des données sensibles. Les finalités identifiées sont la fraude financière, le vol d'identité et l'infection par malware via une payload distribuée après redirection. Le Centre canadien pour la cybersécurité publie en parallèle une nouvelle ressource d'orientation, le document ITSAP.00.103, dédié à la protection contre les attaques de smishing. Le dispositif de signalement reste articulé autour du transfert des messages suspects au numéro 7726 et de la déclaration au Centre antifraude du Canada en cas de transmission effective des données sensibles ou de pertes financières. L'avis met l'accent sur le caractère évolutif et la sophistication croissante de ce vecteur dans le paysage actuel de la cybermenace.
Alors le numéro 7726 ne fonctionne que pour nos cousins québécois ou nos amis canadiens. Donc ne le faites pas si c'est en France. Parce que cette arnaque va venir en France, bien entendu. Si ça marche, ça rapporte de l'argent, elle va être utilisée dans le monde entier. J'ai retenu cet article pour ceux et celles qui utilisent FreeBSD. Et d'après le FreeBSD Journal trimestriel de janvier à mars 2026, Randall Stewart documente un cas révélateur de dégradation TCP imputable à une erreur de driver. Identifié via le mécanisme Black Box Logging du stack rack, le symptôme initial était un débit effondré sur une liaison à haut débit, ramené à quelques dizaines de kilobits par seconde malgré une bascule du stack par défaut vers rack. L'analyse des BB logs, croisés côté émetteur et récepteur, a mis en évidence un reordering massif et systématique des paquets. Chaque rafale TSO de 10 segments arrivait inversée par groupe de 4, déclenchant des fast recovery quasi permanents. La cause racine, identifiée par Drew Gallatin, était un driver manquant à tort le hash RSS comme valide lorsque le multiple queue était désactivé, ce qui amenait la couche LRO à trier les paquets dans le mauvais ordre. Assez brillant quand même. Quand ils ont trouvé la séance de débugage, j'ai lu le rapport, c'est juste une dinguerie. Au-delà du corrective driver, le stack rack a été durci. Il suit désormais la quantité d'octets retransmis et lorsque le ACK cumulatif progresse d'au moins un demi SRTT, après une retransmission unique, restaure le SSTHRESH, ce qu'on appelle le SST Thresh, et la congestion Windows précédente pour reprendre le slow start, ça neutralise une entrée erronée en recovery liée au recording. Bref, c'est brillant. Je vous ai mis le lien. Il y a tout un... C'est à lire. Si vous adorez FreeBSD, vous allez voir, c'est velu. Il y a un effort à faire. On n'est pas dans les environnements clicodrome géants, mais pour ceux qui font de l'Unix, ouais, c'est... Moi, j'ai adoré. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors, selon le Unix Journal, Mozilla a publié Thunderbird 150.0 en avril 2026. C'est une version qui introduit plusieurs évolutions notables dans les volets de chiffrement et de productivité pour les environnements Linux. Le client de messagerie open source maintient la compatibilité avec les systèmes Linux disposant de GTK 3.14 ou supérieur et reste distribué via des tarbols officiels, dépôts de distribution, Flatpak et Snap. Mais sur un plan sécurité, c'est là que c'est vraiment un gros avantage. Le client a introduit la recherche dans le contenu des emails chiffrés couvrant à la fois l'OpenPGP, classique, mais le SMIME, fonctionnalité jusque-là absente. Thunderbird 150 ajoute également la génération de signatures OpenPGP dites ono-structives, destinées à apparaître de manière plus propre à côté des destinataires et à faciliter l'adoption opérationnelle de la signature cryptographique sur les correspondances quotidiennes. La release embarque par ailleurs un ensemble de security patch non détaillés publiquement à ce stade et corrige plusieurs anomalies dans des crashs lors de la création de dossiers, des interruptions de téléchargement POP3, des problèmes d'authentification sur les comptes Exchange ainsi que des memory leaks. Le viewer PDF, ça c'est une dinguerie, vous n'allez plus utiliser des outils comme Adobe Acrobat Reader. Il est intégré, il gagne la possibilité de réordonner les pages directement dans l'application, ce qui va réduire le recours à des outils tiers pour la manipulation des pièces jointes. Côté ergonomie, un account hub s'ouvre automatiquement au premier lancement et les entrées du carnet d'adresses peuvent désormais être copiées au format vCard. C'est attesté, c'est pas mal. On arrive à un bon niveau de maturité. Alors dans un article publié par Cédric Godard sur cédric.fm, le copywriter belge documente une stratégie de durcissement poste de travail en télétravail reposant sur deux briques complémentaires. C'est NextDNS et AdGuard, sans aucun antivirus traditionnel. L'approche va relever des filtrages en amont plutôt que de la détection sur disque articulée autour d'une métaphore de défense en profondeur. NextDNS opère au niveau DNS dans le cloud et constitue le rempart extérieur. L'auteur recommande un déploiement combiné avec une configuration des résolveurs IPv4 et IPv6 directement sur le routeur, ici c'était sur un système Mesh et Aero, pour couvrir l'ensemble des équipements du réseau domestique. Doublé d'une installation sur l'appareil pour conserver la protection en mobilité via un profil de configuration natif sur macOS et iOS ou un agent léger sur Windows. Côté Threat Intelligence, l'auteur active la quasi-totalité des boucliers dont les flux IA, Google Safe Browsing, la protection contre le typo-squatting et le blocage CSAM, CSAM. Mais va désactiver volontairement le blocage des Newly Registered Domains pour limiter les faux positifs impactant la productivité.
AdGuard intervient en seconde ligne au niveau système et non comme simple extension navigateur. L'auteur souligne le caractère open source du projet et l'extension Browser Assistant pour générer des exceptions par site. L'intégration pousse jusqu'à configurer NextDNS comme un résolveur de référence dans AdGuard et l'argumentaire écarte les antivirus classiques au profit de Xprotect et Defender, jugés suffisants face à des menaces majoritairement véhiculées par malvertising et scripts de tracking. Et voilà, ce 636e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations utiles et nécessaires. Bien entendu, j'ai oublié de mettre la zik. C'est pas vrai. Et voilà, ce 636e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations claires et utiles. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode sur ce site de www.radiocesseur.org. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour un épisode spécial sur FreeBSD. Au revoir.